Merci à tous les intervenants et modérateurs de Table Ronde d'avoir donné vie à ces débats qu'on a commencé à imaginer il y a 1 an maintenant et qui sont toujours autant brûlants d'actualité, notamment avec l'agenda politique européen qui croise les thématiques dont on a parlé depuis 2 jours. On est ravis d'avoir coordonné avec Ivan la partie scientifique de ce colloque et on va vous proposer des conclusions en 3 points. D'abord en revenant rapidement sur les intentions du colloque, puis en vous présentant les résultats auxquels finalement les discussions nous ont amenés, enfin résultats ou en tout cas pistes de réflexion pour la suite, sur 4 points, sur la transition, ce qu'est la transition, sur les chaînes de valeur, sur les échelles, puisque nous sommes 2 géographes, donc on était bien obligés de revenir sur les échelles, et puis sur la tension entre souveraineté et stratégie régionale. Donc avec ce colloque, l'intention c'était de réfléchir aux relations commerciales autour des matières premières entre l'Europe, l'Amérique latine, les Caraïbes. Et les matières premières sont un objet intéressant parce qu'elles invitent à regarder les relations qui se sont tissées historiquement entre ces différentes régions, relations qui ont été fortement déséquilibrées pendant des siècles. Et parler de matières premières aujourd'hui, c'est aussi regarder vers l'avenir, vers le futur, poussé par cette urgence des transitions dont on a beaucoup parlé, transition énergétique, environnementale, sociale. Puisque cette transition invite aussi à repenser les relations entre Europe, Amérique latine, Caraïbes, et en particulier autour du juste commerce de ces nouvelles matières premières. Donc face à ces enjeux, quel type de coopération peuvent se construire, autour de quels aspects, portés par quel type d'acteurs. Donc on a vu que c'était difficile de penser l'un sans l'autre, l'un le passé, les relations qui se sont tissées historiquement entre Amérique latine et Europe, et l'autre l'avenir, le futur, que ce soit à travers cette problématique de transition énergétique ou que ce soit aussi à travers l'après-mine, par exemple, on en a parlé cet après-midi. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque l'Europe redécouvre un peu ces enjeux autour des matières premières aujourd'hui. Sébastien Treyer, en introduction de ce colloque, en a parlé en soulignant que la transition, c'était le nouveau projet politique pour l'Europe, alors que pour l'Amérique latine, les matières premières et leur exploitation s'inscrivent dans des logiques anciennes, qui ont nourri une série d'imaginaires sur le développement dont nous parlait Marie-Stella Svampa hier, et qui génèrent toujours des conflits socio-environnementaux aujourd'hui, puisque en Amérique latine, les ressources sont une thématique qui est très politisée. Donc il n'y a pas forcément les mêmes attentes entre Europe, Amérique latine et Caraïbes, ni même au sein de chaque région de ces continents. Donc un fil rouge qu'on a voulu mobiliser pour parler de toutes ces thématiques, ça a été autour du commerce des matières premières, ça a été le contexte actuel de transition énergétique, qui est une transition qui est intéressante dans le sens où on passe d'un modèle de production où les enjeux étaient autour du combustible, des combustibles qu'on mobilisait, donc pétrole, gaz par exemple, et pas vraiment les moyens de les transformer, et on passe à une situation où désormais, ce qui est au cœur du débat, ce sont les convertisseurs d'énergie, donc les panneaux solaires, les hydroéoliennes et autres qu'on va produire, et les dispositifs de stockage aussi de cette énergie qui, eux, nécessitent énormément de matières premières. Et si certains prédisaient que justement la transition énergétique pouvait permettre de limiter les dépendances et donc de sortir, rebattre un peu les cartes de géopolitique des matières premières, finalement on se rend compte qu'on assiste surtout à la mise en place d'une nouvelle géopolitique des matières premières, comme on l'a vu hier et cet après-midi, notamment parce que de nouveaux espaces sont concernés, mais aussi de nouveaux acteurs entrent dans ces logiques, sans balayer bien sûr les acteurs qui étaient déjà présents, les espaces qui étaient déjà concernés. Donc c'est pour ça qu'en préparant ce colloque, un objet qui nous a paru intéressant, c'est celui des chaînes de valeur comme clé de lecture pour penser les relations entre Europe et Amérique latine. Et cette dernière table ronde a permis de revenir dessus et de voir que c'est des enjeux qui posent énormément de questions. À savoir à qui profite ce commerce, que coûte-t-il socialement, environnementalement. Ce qui pose du coup la question des équilibres, de toute une série d'équilibres, mais notamment les équilibres des profits, des coûts, aux différentes étapes de la chaîne ou des chaînes de valeur entre les différents espaces qui sont concernés par ces activités industrielles. Et qui pose aussi la question de la redistribution des richesses qui sont engendrées par l'exploitation et la commercialisation de ces matières premières. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle du commerce des matières premières,
on voit bien qu'il s'est positionné autour de cet enjeu, hein, on l'a vu sur ces 2 jours, enjeu de la transition. C'est vraiment la transition qui est au cœur de cela, même si au départ on était parti sur le commerce. Et en fait, transition, vous l'avez dit plusieurs, hein, de quoi on parle? C'est quoi finalement la transition? On utilise ce mot, mais on l'utilise chacun avec des sens différents. Donc, transition énergétique, transition sociale, transition numérique, transition environnementale, transition socio-écologique, transition politique. On a même rajouté aujourd'hui la transition du travail. Et finalement, tout ça pour arriver à une transition juste. Juste. Bon, alors parlons-nous sincèrement. De quoi parlons-nous? Il faut donc être sincère, vous l'avez redit aujourd'hui. Il faut être sincère quand on parle de transition. Et donc, en fait, pour pouvoir arriver à un consensus, hein, sur l'idée qu'il faut faire une transition. On sait tous qu'il faut faire une transition. Laquelle, voilà, on n'a pas de consensus sur la définition de la transition. Donc, on n'a pas de consensus peut-être parce qu'on ne se parle pas sincèrement, en fait. Hein. Voilà, on ne se dit pas vraiment les choses. Et le colloque l'a bien montré, on n'a pas les mêmes valeurs. Hein, on véhicule pas les mêmes choses. Et donc, nous avons chacune notre définition de là où on parle, bien évidemment. Donc, par contre, c'est vrai que dans cet aspect de transition, ce qui domine très fortement, c'est celui de la transition énergétique. Notamment parce que c'est poussé par l'Union européenne. Hein, l'Union européenne veut faire la transition énergétique, enfin, veut faire notre transition à nous, Européens, énergétique. Donc, on reste donc ainsi dans un cadrage européen de cette transition, et donc un cadrage européen des solutions qui seront apportées à cette transition, comme on l'a vu à plusieurs reprises. C'est nous qui fixons les règles de la transition pour le moment. Donc finalement, on ne change pas de modèle. On ne change pas de modèle, on est encore sur ce modèle dit extractiviste, qu'il concerne d'anciens espaces ou de nouveaux territoires. On est sur la même chose. Donc du coup, toujours dans les résultats, ok, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on trouve des solutions? Est-ce qu'on essaye de sortir de ça? Est-ce que, pour reprendre ce que disait Conner, est-ce qu'on sort de la boîte? Hein, est-ce qu'on sort de la boîte? Donc, pour pouvoir trouver une solution, une manière peut-être de poser, qu'on peut poser, le problème, c'est l'équilibre. Comment est-ce qu'on équilibre les chaînes de valeur? Comment est-ce qu'on essaye de sortir des relations déséquilibrées entre l'Union européenne et l'Amérique latine Caraïbe? Donc, comment on fait pour trouver un équilibre? Eh bien, pour trouver un équilibre, peut-être que ce qui peut être fait, c'est de trouver des stratégies d'industrialisation qui vont se construire des 2 côtés de l'Atlantique. Oui. Alors, encore faudrait-il qu'on les construise ensemble, en fait, parce que finalement, on les fait ou l'un ou l'autre, et pas nécessairement, en fait, avec l'ensemble de l'Europe et pas nécessairement avec l'ensemble de l'Amérique latine Caraïbe. Donc en fait, on a des ouvertures de mines en Europe. On retourne ouvrir des mines là où elles étaient parfois fermées. On en trouve d'autres. On essaye de valoriser l'industrialisation des ressources minières en Amérique latine. Ce sont des pistes, ok. Mais finalement, chacun le fait un petit peu dans son coin. Alors, un autre équilibre possible, une autre piste possible, c'est la sécurisation des approvisionnements. Donc, sécurisation des approvisionnements qui passe bien sûr par celle des échanges. Il faut sécuriser les échanges. Alors, sécuriser les échanges, c'est une sécurité primordiale pour les Européens, s'ils veulent maintenir leur modèle socio-économique. On a besoin d'avoir des ressources pas trop chères, qui puissent venir de plein d'endroits. Comme ça, on ne sera pas dépendant. Hein, donc, on va sécuriser les échanges, c'est primordial. Alors, c'est aussi cette sécurisation des échanges primordiale aussi pour les latino-américains, parce qu'il faut maintenir un commerce, on vient de le voir tout de suite, un commerce qui continue de porter le développement. Donc, j'ai même entendu là une espèce d'addiction à l'exportation. Donc, on est ici sur un développement qui est porté par ce commerce, des enjeux d'emploi, de formation, de protection sociale, autant d'éléments donc, qui reposent sur cette exploitation et sur cette exportation des matières premières, même si cette exploitation et cette exportation a des externalités négatives. Une troisième piste pour trouver des équilibres, ça peut venir peut-être de la mise en place des normes. Et Natacha nous en a aussi parlé, des standardisations, on en a aussi parlé, des standardisations pour aider donc à monter en gamme d'un côté, pour aider à cerner aussi l'activité.
Donc, comme un outil assurant de bonnes pratiques sociales, de bonnes pratiques environnementales qui peuvent être mises en place tout au long de la chaîne de valeur, qu'on soit dans les Andes, qu'on soit en Alsace, qu'on soit dans le Finistère. Enfin bon, là aussi, rien n'est moins sûr, parce qu'on peut toujours mettre en place des normes, des standards. Encore faut-il aller les vérifier. Encore faut-il aller voir si ça marche. Donc on est ici sur quelques pistes, effectivement, pour trouver des équilibres, mais c'est peut-être pas suffisant. Et alors, parler de chaîne de valeur, quand on parle du commerce entre Amérique latine, Caraïbes, Europe, finalement, c'est aussi voir que d'un côté, on a l'Amérique latine, les Caraïbes, qui cherchent aujourd'hui à industrialiser leurs économies, donc à essayer de remonter dans la chaîne de valeur des ressources, pour pas être seulement un pourvoyeur de matières premières brutes qui va venir soutenir la transition énergétique en Europe. Et puis de l'autre côté, on a l'Europe qui à une autre stratégie qui est aussi celle de réussir à contrôler, à sécuriser ces filières stratégiques et donc à réussir à relocaliser les industries et l'extraction aussi en Europe. Donc deux logiques qui sont assez opposées et qui posent donc la question de l'échelle. C'est notre troisième point. L'échelle à laquelle penser l'exploitation et la régulation du commerce des matières premières. Est-ce que c'est une échelle nationale, régionale, mondiale ? Ce qu'on a pu voir dans les échanges d'hier et d'aujourd'hui, c'est que finalement, on a une multiplication des échelles, des institutions auxquelles sont discutés ces enjeux du commerce des matières premières. Donc, pendant ce colloque se sont exprimés à la fois des représentants de ministères nationaux, d'organisations mondiales, avec le PNUD, d'entreprises transnationales aussi, d'organisations internationales comme l'OCDE, d'organisations régionales avec la BID, et puis aussi de représentants d'associations, la FARN, Sherpa, qui représentent plutôt les populations ou les intérêts locaux. Donc les débats se placent à une diversité d'échelles, l'échelle des acteurs politiques, donc celle de la régulation des systèmes et des projets extractifs, qui est souvent contrainte par des cadres politiques, juridiques, nationaux ou infranationaux, hein, puisqu'il y a certains pays provinciaux, par exemple, je pense à l'Argentine, où la question minière se place à l'échelle des provinces. Et donc, bon, bien sûr, les coopérations régionales, interrégionales peuvent permettre d'essayer de s'en départir un peu, ou en tout cas de voir au-delà, mais globalement, on reste dans des cadres nationaux. On a aussi l'échelle régionale, interrégionale, qui existe aussi, que certaines institutions essayent d'imposer aussi dans les réflexions et dans les agendas politiques, comme l'Union européenne, comme la CELAC dont on a parlé hier, sans oublier le fait qu'il y a évidemment une non-exclusivité des partenariats économiques et que donc on se place aussi à l'échelle mondiale. Hein. Il y a aussi la Chine, on en a parlé, et les autres pays d'Asie de l'Est. Il y a aussi l'échelle infrastructurelle, celle des systèmes productifs et extractifs qui ne se limitent pas aux sites d'extraction, mais comme on l'a vu avec la dernière table ronde, se situent tout au long des chaînes de valeur. Et puis, de façon liée, du coup, l'échelle des opérateurs, des entreprises minières qui, eux, se placent sur un marché qui est mondial et sur un commerce des matières premières qui se déploie à l'échelle du globe, même si eux aussi sont contraints par un certain nombre de cadres juridiques, politiques, encore une fois, souvent nationaux. Et puis l'échelle locale, on a parlé de mines artisanales, on a parlé des travailleurs pendant la première table ronde cet après-midi, on a parlé des populations locales aussi, des populations voisines des sites d'extraction qui, eux, se placent à encore une autre échelle avec des enjeux de développement qui sont très forts. Donc il y a cette superposition des échelles qui est liée aussi à une pluralité d'acteurs en fait dans ce commerce des matières premières. J'en ai cité un certain nombre, les États, les organisations, les ONG, les associations locales et tous ces représentants aussi de la société civile. Et je voulais aussi insister sur le fait que on a beaucoup parlé d'Europe, d'Amérique latine, de Caraïbes, mais en interne, tout ça, c'est pas des espaces qui sont homogènes, c'est pas des acteurs qui sont homogènes. Il y a aussi une grande diversité de pratiques au sein même de ces espaces. Pour reprendre une dernière fois le cas du lithium, par exemple, quand une entreprise européenne veut investir dans le lithium en Amérique du Sud, il se trouve confronté à des pays qui ont des cadres juridiques tout à fait différents et il va se trouver face à des contraintes qui fait qu'il ne pourra pas mettre en place ces stratégies de la même manière dans les différents pays. Comme en Europe d'ailleurs, hein, les projets d'exploitation de lithium qui se développent en France, en Serbie, au Portugal, c'est des contextes qui sont très différents et voilà, à nouveau, ce ne sont pas des espaces qui sont homogènes. Du coup, face à cette multiplication des échelles des acteurs, finalement, la question c'est quelle est l'échelle pertinente à laquelle penser cette
ce commerce des matières premières, la régulation de l'exploitation des ressources. Et est-ce que l'échelle régionale est pertinente? Parce que c'était toute la thématique de ce colloque. Est-ce que l'échelle régionale, birégionale, interrégionale entre les différents continents, est-ce que finalement elle est pertinente et est-ce qu'elle a sa place dans ce millefeuille des échelles? Et face à cette diversité d'acteurs, comment trouver un modèle de gouvernance qui puisse satisfaire tout le monde quand ces systèmes d'acteurs ils sont avant tout structurés par des logiques et des rapports de pouvoir en fait qui sont très souvent asymétriques. Et donc c'est le dernier point de ces résultats ou de ces pistes qui ont été ouvertes par le colloque sur l'équilibre en fait entre souveraineté et stratégie régionale. Quelle place peuvent occuper les stratégies interrégionales, régionales, dans le commerce des matières premières, quand finalement les États ils se placent avant tout dans des logiques nationales, dans des intérêts nationaux autour de ces matières premières, que ce soit des enjeux de souveraineté, on en a beaucoup parlé autour des pays d'Amérique latine par exemple, ou que ce soit les recherches d'autonomie stratégique, de souveraineté énergétique aussi pour les pays européens. Et là, on voit que c'est... En Amérique latine, il y a énormément de difficultés, bien que les matières premières soient présentes dès les indépendances dans tous les projets de régionalisme qui peuvent exister. Il y a énormément de difficultés à prendre en compte cette thématique et finalement, on se rend compte que ce sont avant tout les agendas politiques nationaux qui priment dans ces débats autour des matières premières. Alors qu'en Europe, à contrario, on a justement construit, la construction européenne est d'abord partie de ces questions autour de l'acier, du charbon notamment. Donc ça pose deux questions. Les acteurs... Est-ce qu'on parle en fait de régionalisation d'un secteur porté par des entreprises ou est-ce qu'on parle de projets de régionalisme véritablement portés par des États sachant concrètement que le marché des matières premières, il est avant tout contrôlé par les entreprises privées, par le marché. Donc, qu'est-ce que les coopérations peuvent... Généralement, les coopérations, en fait, du coup, se trouvent être très sectorielles et voire ponctuelles, limitées dans le temps de la mine, le temps des investissements économiques. Donc, finalement, la question, c'est qui a le pouvoir de structurer ce commerce des matières premières et ce qui revient à ce qui était dit dans la conférence inaugurale de Sébastien Treyer sur ceux qui posent les problèmes sont aussi ceux qui, du coup, proposent les solutions. Quand on cadre les problèmes d'une certaine manière, on propose des solutions qui sont en lien avec ces cadrages. Et donc, deuxième point, la question des thématiques. Et ça rejoint ce qui a été discuté sur cette dernière table ronde. Sur quels aspects, sur quelles thématiques les coopérations sont-elles possibles? Est-ce que c'est directement sur les investissements dans le secteur extractif? Mais là, c'est plutôt quelque chose qui est gouverné par les logiques de marché, par les acteurs privés. Est-ce que c'est plutôt dans le développement des ressources humaines, dans la formation? On en a parlé aussi. Est-ce que c'est autour des innovations technologiques? Mais comme l'a rappelé notamment Pia, les innovations, elles ne sont pas forcément uniquement technologiques. Les innovations, c'est aussi une question politique. Et les innovations, elles peuvent être aussi dans les pratiques, dans les modèles de gestion, les modèles de gouvernance, voilà, les modèles de financement de ces activités. Ou alors, est-ce que ça peut être aussi des coopérations en termes d'accords de régulation environnementale? Bon, sans surprise, au moment de clore ce colloque, c'est des questions qui restent évidemment ouvertes, mais ce sont des enjeux qui ont pu être soulevés par les différents intervenants et sur lesquels on voulait revenir. Alors, pour conclure, déjà, on n'a pas fini, quoi. Enfin, on a juste commencé, hein. Donc, on a encore évidemment beaucoup de choses à faire. Comme disait tout à l'heure, en plus, on n'a même pas parlé de l'agroalimentaire, de la pêche, des Caraïbes. Enfin voilà. Donc, il y a encore évidemment plein de choses à faire. Mais bon, donc du coup, pour conclure, on voulait prendre le temps de revenir sur quelques thématiques qui pouvaient ouvrir de nouvelles réflexions, de nouvelles rencontres. Et comme l'avait dit une intervenante hier, enfin quelqu'un qui nous a posé une question hier dans la salle, en disant mais finalement, à quoi vous servez vous les académiques? Eh ben, en fait, on sert peut-être aussi à ça. Je dirais à faire se rencontrer et puis à poser des questions. On n'a pas toujours les réponses, mais on pose au moins les questions. Et poser les questions, c'est déjà pas si mal, je trouve. Donc, en fait, d'autres pistes peuvent être amenées. C'est-à-dire que, voilà, finalement, on a parlé de la transition énergétique, on a parlé de la définition de la transition énergétique. Et finalement, comment chacun la voit, la transition énergétique? Je veux dire, est-ce que si on pose la question à des Argentins, à des Allemands, à des Grecs, à des Costaricains, comment ils la voient, la transition énergétique? Qu'est-ce que ça veut dire, la transition énergétique, pour les uns et pour les autres? On sait bien que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut qu'on communique, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle, en fait. Vous savez, c'est un peu à certains moments
Dans un dialogue, il faut qu'on se parle. Hein. Et c'est qu'est-ce que l'Amérique latine et les Caraïbes peut aussi apporter dans cette réflexion sur la transition. Je veux dire, le colloque, on le fait en France, on le fait en Europe. C'est encore un petit peu surplombant quand même. Hein. Je veux dire, c'est... Voilà. Donc, et si c'était le contraire finalement, est-ce que c'était en Amérique latine qui se tenait ce colloque et qui se tenait le colloque et qui il y en a bien sûr en Amérique latine des colloques sur la transition, faut pas non plus beaucoup, hein, mais du coup c'est quoi l'approche en fait, l'approche, le modèle, les réflexions, des réflexions politiques, des réflexions de gouvernance, des réflexions de démocratie. Je crois qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner, hein, on n'en a pas du tout. On a par contre beaucoup à recevoir sur comment fonctionne la gouvernance, comment fonctionne la démocratie en Amérique latine. Et puis il y a aussi ce rapport dont plusieurs personnes ici portent aussi, c'est ce rapport à la nature. Je veux dire, voilà, quel rapport on a à la nature, quelle est la place de la nature. Tout n'est pas ressource. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut poser et qu'on peut peut-être regarder d'une autre manière. Je reprends toujours, j'ai bien aimé, il faut sortir de la boîte, sortons de la boîte, quoi, hein, et sortons nous aussi de nos boîtes. Alors, une autre question qui est posée, et elle a été abordée aujourd'hui, un petit peu hier, est-ce qu'il faut aller chercher de nouveaux espaces d'exploration, d'exploitation? Est-ce qu'il faut pousser la géophagie? Continuons à manger la terre, hein, continuons à manger la terre, et pourquoi pas commençons à manger la terre qui est sous la mer, hein, est-ce qu'il faut aller chercher dans le sous-sol marin des ressources? Alors là, en plus, les plateformes continentales latino-américaines, elles sont diablement intéressantes, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc voilà, hein, on peut y aller. Donc est-ce qu'il faut vraiment aller chercher des ressources qui s'y trouvent ou est-ce qu'on peut les laisser tranquilles en fait? Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question sur cette ressource économique? Ce ne sont pas que des ressources, ce sont aussi des aménités. Donc, est-ce qu'il faut vraiment aller chercher toutes les ressources, hein? Arrêtons de manger la terre. Et donc, bien sûr, ça ouvre la perspective qui a été évoquée aujourd'hui, qui a été évoquée hier, hein, c'est la perspective de la post-croissance. Dire que si on veut qu'on s'en sortir un peu, il faut même sûrement limiter nos besoins en matières premières. Donc, il faut sûrement sortir du modèle extractiviste, hein, qui structure les sociétés capitalistes, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient latino-américaines et caraïbes. Et donc, en fait, c'est plein de questions qui restent à ouvrir. Et donc, je suppose que le colloque de l'IDEA a encore... Enfin, l'IDEA, l'Agence française de développement, ELAC, le ministère des Affaires étrangères, a encore beaucoup de travail devant lui. Et tous ceux que nous sommes ici, académiques, acteurs publics, acteurs privés, institutions, entreprises, on a encore beaucoup de choses à faire si on veut que l'espèce humaine ne disparaisse pas dans les 200 ans qui viennent, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite... voilà. Je vous remercie surtout beaucoup d'être venus, d'avoir participé, des questions que vous avez pu poser. Je remercie Audrey. Merci Ivan. Et puis, merci voilà. À toute l'équipe de l'IDEA pour l'organisation de ce colloque. Merci à tous les intervenants, les participants et tout le public aussi qui est venu et qui avait beaucoup de questions. Beaucoup de réactions. Merci beaucoup. Et on écrira. C'est-à-dire que tout ça, ce sera écrit. Voilà. Merci.